Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous parler de la conséquence ou des conséquences de nos différentes façons de penser. Nous recevons donc Bernard. Bonsoir, Bernard. Direct d'un long voyage au chaud. Bernard, les gens sont confrontés à différentes impressions dans la société. Est-ce que la nature des impressions qu'on capte ou qu'on reçoit nous force à des façons de penser qui modifient ou qui codifient nos vies? Est-ce qu'il y a des milieux, des ambiances, des atmosphères qui, dans ce qu'on absorbe comme impression, ont des conséquences en termes de modifier, de codifier notre mode de vie ou notre fonctionnement matériel concret? L'homme, les impressions, ce sont des énergies qui affectent le centre émotionnel de l'homme, qui structurent son centre mental. Puis, tout sur le plan matériel informe l'homme d'une manière ou d'une autre. Et dans le processus d'information, l'homme est soit bien informé ou désinformé. Autrement dit, l'homme peut être bien formé ou mal formé. Le problème des impressions, d'ailleurs on peut pas se sortir de l'expérience de l'impression, parce que l'impression, ça fait partie des structures de la forme, ça fait partie de la dynamique de la forme, ça fait partie des énergies dans le monde, autant sur le plan matériel que sur les plans subtils. Puis, le problème avec les impressions, c'est que l'homme se laisse impressionner. Problème numéro 1. Et quand il se laisse impressionner, mais il perd de l'identité, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de puiser à la source même de son intelligence pour pouvoir discerner ces impressions-là, c'est-à-dire mesurer le facteur de vie ou le facteur de mort qu'elle crée dans sa conscience. Parce que les impressions donnent de la vie à l'homme, allument l'homme, énergisent l'homme, le mettent en vibration positive. Il y a des impressions qui font le contraire, détruisent l'homme, amenuisent sa conscience, diminuent sa conscience, brisent sa conscience. Puis la drogue, par exemple, ce que la drogue fait chez l'homme, ça détruit sa conscience. Bon. C'est très important pour l'homme d'apprendre à reconnaître dans le monde des impressions qui l'amènent petit à petit à se rallier avec lui-même, à s'allier à sa conscience, à s'allier avec des gens qui ont une conscience semblable. C'est très important pour l'homme de comprendre que, surtout dans le temps où nous vivons, à la fin du XXe siècle, il y a des forces occultes, voilées, qui font partie de la réalité du monde involutif, qui utilisent les impressions pour empêcher l'homme de rentrer dans sa conscience. Vous savez que la conscience, c'est un mot qu'on utilise dans un cadre philosophique, mais dans le fond, la conscience, c'est simplement de l'intelligence. Puis, les forces sociales dans un monde moderne, dans un monde extrêmement déhumanisé, dans un monde aliéné, sont très puissantes. Et si l'homme n'a pas de centre de gravité, si l'homme n'a pas
ne s'habitue pas à se former un centre de gravité, c'est-à-dire à devenir réellement indépendant d'esprit, ces impressions-là dans le monde éventuellement assument par rapport à sa personne une autorité. L'homme perd son autorité, donc il perd son autonomie, il perd sa conscience, il perd son intelligence, et il devient automatiquement un esclave de la société ou de ces courants d'énergie qui passent et qui font partie du monde de l'impression. Les impressions sont... On est impressionné à partir de notre naissance, on est impressionné jusqu'à la mort, puis à un certain moment au cours de notre vie, il faut que l'homme en arrive à pouvoir exercer sur le monde des impressions un certain contrôle. Il y a des contrôles qui ne sont pas nécessaires, il y a des contrôles qui sont nécessaires. Les contrôles qui ne sont pas nécessaires, ce sont les contrôles qui font partie de ses réflexes, qui font partie de sa substance purement biologique. Mais où l'homme est affecté sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, ce qui touche à sa conscience, ce qui touche à sa réalité, ce qui touche à son moi planétaire, là, il a la responsabilité par rapport à lui-même seul de s'occuper à en arriver à pouvoir avoir sur ces impressions-là un certain contrôle. On parle de la télévision, on parle de la musique, on parle du cinéma, on parle des modes, on parle de tout ce qui dans le monde bouge et fait bouger les masses. Tant que l'homme n'a pas contrôle sur les lois, sur les impressions, il ne peut pas accéder aux lois d'impression. Et s'il ne connaît pas les lois d'impression, il ne connaît pas les lois de la conscience, parce que les lois de la conscience sont intrinsèquement liées aux lois d'impression. Vous faites le rapport entre les deux? Ben, c'est parce que la conscience, dans sa forme élevée, la conscience, ça devient éventuellement de la communication télépathique entre le moi planétaire puis le moi universel, le moi cosmique ou le double. Puis éventuellement, l'homme, quand il a une conscience, autrement dit, quand il est éveillé, il ne vit plus sa vie planétaire seul, c'est-à-dire en fonction simplement de sa personnalité. Il vit sa vie planétaire en fonction d'une relation étroite avec les plans parallèles, le plan mental. Puis, pour aboutir au plan mental, il faut que l'homme en arrive sur le plan matériel à contrôler les impressions qui font partie, qui créent un mur entre lui et sa réalité. Parce que quand l'homme est en communication avec son ego universel, l'information qu'il reçoit, donc l'intelligence dont il bénéficie, n'est pas exactement équivalente à ce que lui, sur le plan matériel de la vie, réfléchit par rapport au monde des impressions. Autrement dit, quand l'homme est informé de la condition de vie sur le plan matériel à partir du plan mental, les forces de lumière ne voient pas la vie sur la Terre comme l'homme, lui, à travers sa réflexion, à travers son ego planétaire, l'aperçoit. Donc, à ce moment-là, ça devient plus facile pour lui de comprendre les lois d'impression, parce que déjà, il est en communication avec des circuits de conscience plus élevés. Mais quand l'homme est inconscient, ça fait partie de son éducation, ça fait partie, je pourrais dire, des théorèmes fondamentaux de sa vie, de sa conscience, d'en arriver à ne pas se laisser influencer par ces impressions-là dans le monde, qui aujourd'hui deviennent de plus en plus fortes et deviendront demain de plus en plus fortes, et ainsi de suite, parce que tous les systèmes de communication, toutes les puissances sont en mouvement pour astraliser l'humanité et empêcher l'homme de s'actualiser en tant qu'être intégralement conscient. Est-ce que l'individu qui développe une conscience, est-ce qu'il doit affronter ou rechercher les impressions ou les ondes de puissantes impressions qu'on rencontre dans la société pour se mesurer ou même mieux se définir? Est-ce qu'il doit faire face à une sorte de, je dirais presque de la pensée au niveau de l'impression pour pouvoir faire face à son identité ou prendre conscience de son identité? Je vais vous dire une chose, il y a assez de satanistes dans le monde, l'homme n'a pas besoin de se faire l'effort pour se tester.
La vie est suffisamment dure, suffisamment difficile, les impressions astrales sont suffisamment fortes, d'ailleurs sont très fortes, et l'homme a amplement d'occasions dans la vie de se mesurer. Puis si l'homme pour une raison ou une autre cherche à s'impressionner, cherche à tester un peu sa capacité à traiter avec les impressions, il va s'apercevoir éventuellement qu'il n'y a pas autant de force qu'il pense. Donc, chaque être humain, dépendant de son niveau d'évolution, dépendant de sa programmation, est testé dans la vie. C'est à lui de se rendre compte, de prendre conscience que les impressions sont là. Et quand elles se créent, ces impressions-là, dans son corps émotionnel, dans son corps mental, c'est à lui à ce moment-là d'en prendre contrôle, d'en prendre contrôle, d'en prendre contrôle. Puis là, éventuellement, il en arrivera à pouvoir traiter de ce qui se passe dans le monde en termes de phénoménologie d'une façon totalement intelligente. Et là, il y aura une identité. Mais s'il se laisse impressionner, à ce moment-là, il perdra de la conscience. Parce que se laisser impressionner par quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est un manque de conscience, c'est un manque d'identité. Et que l'homme inconscient se laisse impressionner parce qu'il ne sait pas, parce qu'il est inconscient, parce qu'il n'y a pas de centre de gravité, parce qu'il n'y a pas contact avec sa source universelle, c'est compréhensible. Par contre, ça devrait faire partie de l'éducation de son moi planétaire, de son éducation psychologique. Même à l'école, dans la famille, d'en arriver éventuellement à comprendre ces lois-là pour qu'il en arrive éventuellement à se libérer de ce qui est connu, de ce qui lui est présenté, de ce qui lui est présenté par avalanche, de ce qui le sature, pour en arriver éventuellement à avoir un esprit en paix, puis un esprit qui est grand, puis un esprit qui voit grand, puis un esprit qui voit tout, puis un esprit qui comprend tout. Ça fait partie de la conscience universelle. Est-ce qu'il y a des souches d'impression, des familles d'impression, des groupes d'impression? Il y a des groupes d'impression, il y a des égrégores d'impression. Est-ce que vous pourriez en nommer quelques-uns qui affectent le plus l'individu, oui, ou que l'individu conscient est le plus sujet à rencontrer au cours de chaque période historique, chaque segment de l'histoire apporte des impressions nouvelles, force l'homme à se baigner ou à prendre un bain d'impression. Par exemple, depuis les années 50, 60, l'homme, surtout la jeunesse, est très impressionné par la musique, la forme musicale. Avant les années 50, avant les années 60, la jeunesse était plus impressionnée par la forme intellectuelle, l'existentialisme par exemple, les philosophes. Donc chaque génération, dans les années 30, on était impressionné par le mouvement des Happy Days, là, pendant la période de l'Art déco, là, les danses légères. À chaque période, l'homme était impressionné de façon différente. Au 19e siècle, durant la période victorienne, l'homme était impressionné par une moralité un peu restreignante. Donc, ça fait partie de l'évolution. Il y a des périodes où l'homme est impressionné par des révolutions. En Russie, en 1905, 1917, Révolution française. Donc, aujourd'hui, dans le monde occidental, en Europe, en Amérique, l'homme est affecté par une autre évolution. Une évolution qui est plus tranquille, une évolution qui est insidieuse, une révolution qui semble en apparence le libérer, mais qui dans le fond le plonge dans un tourbillon d'incertitude. Et ça, c'est la musique. L'homme, et ça, c'est la musique aujourd'hui, les parents, les éducateurs, les gens qui s'occupent de l'évolution ou de l'élévation de la conscience humaine, ont une grande responsabilité par rapport aux jeunes qui n'ont pas d'identité, dans ce sens qu'ils doivent s'occuper de les protéger le plus possible des influences néfastes, non créatives de la musique. Le danger de la musique, la drogue de la musique, la saturation de la musique. Il y a des jeunes qui sont pas capables de marcher sur la rue sans avoir
Vous appelez ça Walkman. C'est abominable. C'est devenu une drogue, la musique. Le hero worship. Les acteurs de cinéma, les artistes, ainsi de suite. Des gens qui, à travers leur expérience, ont amené certaines choses à l'humanité, dans le sens qu'ils ont créé un certain libéralisme. Bon, ok. Ils ont libéré un peu l'humanité des mœurs restreignant nos pères, nos anciennes générations. Ça, c'est le côté positif. D'un autre côté, il y a eu des abus là-dedans. Puis, ce sont des gens qui se font des fortunes abominables, absolument démentielles. Puis là, t'as les jeunes, t'as toute cette masse-là qui n'a plus d'identité, cette masse-là qui est coupée de la racine parentale pour souvent des bonnes raisons, mais qui n'a pas été reprise en main par elle-même ou par des gens ou des éducateurs ou d'autres parents pour lui donner un enlignement, et ainsi de suite. Donc, vous avez un monde qui est très confondu, vous avez un monde qui est très difficile. Vous savez qu'aux États-Unis, aujourd'hui, le plus grand problème, c'est la criminalité. Donc, si ça commence aux États-Unis, ensuite, ça s'en vient chez nous, hein. Ensuite, ça se promène, ça va en Europe, et ainsi de suite. Puis, ça fait toute partie des lois d'impression. Le plus grave problème de l'homme, de l'humanité aujourd'hui, c'est un problème d'impression. C'est fondé sur la musique, d'après ce que vous dites. Mais la musique, c'est une des forces astrales qui est utilisée dans le monde à partir des plans astraux pour créer dans la conscience humaine de la confusion. J'ai rien contre la musique, j'ai rien contre les arts, j'ai rien contre rien. Anyway. Mais je suis très conscient des conséquences. Des conséquences de la musique sur une base de 2, 3, 4 générations. Qu'est-ce que ça fait à l'homme? Qu'est-ce que ça fait à son esprit? Et ainsi de suite. Donc, il va falloir un jour que les éducateurs, les parents ou les gens qui sont dans la société, qui élèvent les générations, sur une base individuelle, puis je parle toujours sur une base individuelle, parce que laissez-moi vous dire une chose, que je n'ai aucune confiance dans l'évolution collective de l'humanité. La raison fondamentale. Raison fondamentale, c'est que l'évolution de la conscience sociale humaine, l'évolution de la conscience collective, est régie par des lois planétaires qui sont fortement à ce moment-ci, fortement descendantes. Alors que, par contre, j'ai beaucoup d'espoir pour l'évolution individuelle de l'homme. L'homme en tant qu'individu, unique individu. Oui. Comment qu'on peut se former individuellement? Comment qu'on peut travailler l'impression, la pensée pour se former individuellement? On se forme pas individuellement. On se déforme de notre ancienne forme, et ça devient notre forme. On se dégage de la formation collective? On sort de notre ancienne forme, on sort de nos anciennes façons de penser, on sort de la façon collective de penser, on sort de la façon collective de voir. Donc on s'individualise, puis éventuellement on se forme. L'homme n'est pas formé. L'homme est totalement difforme, l'homme c'est un infirme, l'homme n'existe pas sur la terre. L'homme dans sa noblesse naturelle, créative, dans sa pleine intégrale conscience, n'existe pas sur la Terre, ça fait partie de l'évolution du Verseau. Donc, le Verseau, vous le savez, c'est l'évolution de l'intelligence. La période du poisson qui a duré 2000 ans, c'était l'évolution de la foi. Pour que l'homme devienne intelligent, puis c'est pas évident de devenir intelligent, ça n'a rien à voir avec l'Université de Montréal ou l'école de devenir intelligent. C'est une puissance d'adaptation. C'est une puissance d'adaptation à soi. À soi. D'abord, si l'homme s'adapte à lui-même, il s'adaptera à la société d'une façon créative. S'il ne s'adapte pas à lui-même, il deviendra adapté par la société. La société l'adaptera comme elle veut. Elle créera les moules. Quand les psychologues vous disent, bon ben, quand on vous mesure, quand on fait passer des tests, on s'attend à ce que l'homme se comporte d'une certaine façon, dans certaines conditions, et ainsi de suite. On le normalise. On le normalise, ainsi de suite. Bon.
Sur le plan individuel, ça n'existe pas, ça. Autrement dit, si vous êtes au coin d'une rue, puis une grosse accident, vous voyez tout le monde aller vers l'accident, un homme conscient peut s'en aller dans la direction totalement opposée. C'est pas son karma. C'est pas son karma. On s'adapte à soi. J'accroche à cette phrase-là. On s'adapte à quoi? À soi. Parce que la pensée qu'on a, c'est des pensées qui sont liées à des impressions qui sont venues de l'extérieur. Oui, mais ces pensées-là changent avec le temps. Avec le temps, l'homme, la pensée humaine deviendra très lucide, très individualisée, très prépersonnelle. Parce que la pensée humaine est très personnelle aujourd'hui. Plus l'homme deviendra conscient, plus la pensée deviendra prépersonnelle, c'est-à-dire que il y aura un contact entre l'homme et le plan mental de sa conscience. Donc, entre l'ego planétaire puis l'ego universel. À ce moment-là, la pensée devient prépersonnelle, et quand elle est prépersonnelle, la pensée n'a plus le même taux vibratoire. Donc, elle n'a plus la même conséquence sur l'ego. Elle permet à l'homme d'agir différemment. Elle neutralise les lois d'impression négatives. Elle ne laisse passer que les impressions créatives, ainsi de suite. Donc l'homme devient de plus en plus autonome. L'autonomie, la fameuse autonomie. On parle souvent d'individualité aujourd'hui dans le temps moderne. Bois ton lait comme ça te plaît. Là. Mais ça n'a rien à voir avec l'individualisation de l'homme, ça. L'individualité, tu t'en vas sur la rue, tu décides de te faire un chapeau tu croche, ou t'habiller toute croche parce que tu veux te donner de l'individualité. Tu peux aller jusqu'à l'excentrisme, mais ça n'a rien à voir avec l'individualité de l'homme. C'est simplement que t'es pas bien dans ta peau, puis tu t'en crées une extraordinaire. Pour avoir de l'attention. Pour avoir de l'attention, c'est de l'exhibitionnisme. Vous parlez des lois d'impression, l'esthétique, la beauté, l'ordre dans la forme, l'harmonie dans la forme, ça fait partie des lois de l'esprit. Fait que l'esprit en soi, quand il vibre chez l'homme, ou quand il peut vibrer chez l'homme, il va pas créer chez lui un besoin de travestir la forme, de détruire l'harmonie de la forme, pour créer, je prends un exemple, pour créer un ordre vestimentaire qui est totalement déréglé sur le plan du canon esthétique pour s'attirer de l'attention, parce qu'on n'a pas d'identité, ainsi de suite. Donc, ça fait encore partie des lois d'impression. Mais l'esthétique ou la mode, ça a été défini par des gens qui pensaient dans un certain registre collectif. L'esthétique et la forme, la mode, ce que vous appelez la mode, ça fait partie des ordres planétaires de la civilisation, ça fait partie des besoins dynamiques de créer dans une civilisation un ordre vestimentaire qui permet à une industrie ou à tout ce qui est artiste chez l'homme ou tout ce qui est manufacture dans la société de se manifester. Par contre, il y a différentes étapes là-dedans. Il y a des gens qui vont faire des beaux tissus. Si tu regardes le tissu en soi, il est très beau, bien fait. Puis ensuite, quand ça passe à une autre étape, dans un autre département, si vous voulez, de ceux qui créent, à ce moment-là, dépendant du temps, dépendant des perceptions, dépendant du caractère des impressions, mais vous allez avoir un beau tissu qui n'a plus la fonction créative qui lui serait assignée par une personne sensible. Fait que tu peux avoir une personne qui est techniquement toute décrissée, qui va se mettre une belle pièce de satin sur le dos. Alors que tu peux avoir une autre personne qui est plus harmonisée dans ses sens, qui pourrait donner à cette pièce de satin-là une fonction beaucoup plus harmonique. Bon, mais c'est ça la mode. Ouais, je comprends.
Mais Bernard, on regarde la pensée. Je vous ai déjà entendu dire dans une autre conférence que c'est important de pouvoir comme détruire une pensée ou enlever à la pensée l'effet magnétique qu'elle a sur nous autres. OK? Et je pense que les gens, souvent, quand ils font un processus de développement, on ne savent plus, à un moment donné, comment traiter avec les impressions qui, évidemment, génèrent des pensées dans le mental, parce qu'ils ont besoin de l'impression, ils conviennent avec une société qui travaille, qui fonctionne avec l'impression. Ils sont obligés de projeter une impression pour se faire endosser, accepter, créditer. Et en même temps, ils ne doivent pas, vis-à-vis de cette impression-là, disons, trop goûter à cette impression-là pour pas se laisser aspirer dans l'impression. Parce qu'ils vont développer des comportements, puis des modes de vie, finalement, qui vont avec les impressions. Surtout si les impressions sont puissantes, qui sont attachées à l'argent ou à la sexualité. Qu'est-ce qu'un individu qui s'individualise, là? Qu'est-ce qu'un individu peut faire avec des impressions qui ont de la puissance puis qui répondent à des besoins au niveau social, au niveau collectif, tout en gardant sa liberté? Ils les utilisent créativement. Oui, mais c'est flou, ça, dans le sens qu'exemple, une personne comme vous, vous ne refuseriez pas d'avoir un avion privé pour vous. Vous ne refuseriez pas de vivre dans un monde de luxe, mais vous ne seriez pas possédé par cette situation-là. C'est quoi la mécanique? Pas nécessairement. Je pourrais très bien refuser une expérience de luxe si c'était pas le temps de la vivre. Mais comment qu'on fait pour savoir ça, que c'est pas le temps? Bon, mais là, vous me posez une question. Donc, je vous réponds. Ouais. C'est évident que c'est pas facile pour l'homme de savoir si c'est le temps pour lui de vivre une impression ou une autre. Ça fait partie d'un certain état de conscience. Mais, quelle que soit l'impression que l'homme vit, faut qu'il la vive d'une façon réelle. S'il la vit pas d'une façon réelle, à ce moment-là, cette impression-là, elle va créer en lui des états d'esprit qui sont particulièrement mal définis. Je vous donne un exemple, puisqu'on parle d'impression. Prenons un type, là, je mets l'exemple un petit peu à l'extrême, là. Prenons un type qui travaille dans le cinéma, là, bon, ça donne qu'il a fait une chanson, il a fait un hit, il a fait 5 millions. Mm-hmm. On en connaît. Bon, OK. Là, il décide d'aller choper. Il a fait 5 millions. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Disons qu'il veut s'acheter une maison. OK, ça marche. Puis ensuite, il décide de s'acheter comment vous appelez ça? Une auto? Non, une limousine, là. Une Rolls Royce. Ah ouais. Bon. Le gars, il a une belle voix, s'il y a quelqu'un qui a écrit sa chanson, il a chanté sa chanson, ça a fait un hit parce que ça a pogné d'un code émotionnel de la société. Mais le gars en lui-même, il n'a aucune allure. Mm-hmm. Aucune allure, ça veut dire que il n'y a pas le corps émotionnel puis le corps mental pour supporter une forme qui crée une impression puissante, Mm-hmm. qui a son registre de valeur dans une société, dont cette Rolls Royce-là. Okay. Fait qu'il s'en va au magasin puis il s'achète une belle Rolls Royce noire. Puis là, il sort du magasin puis il va conduire. Ça demande un chauffeur, une Rolls Royce. Si tu veux respecter les lois de l'affaire, Ouais. tu veux t'acheter une Rolls Royce, au moins, loue-toi un chauffeur, Mm-hmm. ajoute une casquette. Ça fait partie de la forme. Ben oui. Esthétique. C'est complet. C'est complet. Donc, le gars, il se promène, là, il va avoir je sais pas comment est-ce qu'il va, ses lunettes de soleil, là, puis, ses running shoes, là, tu sais. Il serait mieux C'est un petit peu, d'ailleurs, oublions ça, là. Ouais. On va amener ça un petit peu plus proche de nous autres, là. Tu fais un beau party chez vous. T'invites tes amis. Là, je fais un beau party en fin de semaine. Mm-hmm. Puis on se met beau, là, pour se créer un petit peu d'atmosphère, pour que ce soit élégant, plaisant, ainsi de suite. Fait que, le monde vient en party. Puis tu t'es bien habillé, t'as fait un effort,
t'as nettoyé ta maison, t'as magasiner quelqu'un pour faire de la pâtisserie, puis une belle présentation. Puis le gars, il arrive en jeans, en running shoe, des trous dans ses bas. Il est groovy. Tu vois ça, groovy? Groovy. Puis il mange la gomme. Moi, c'est évident que je le retournerai tout de suite. Parce que c'est un manque de sensibilité, c'est un manque de respect pour l'autre, c'est un manque. Bon, ben, on est rendu comme ça aujourd'hui. On vit dans une période où les valeurs sont en train de sauter. Puis il y a deux côtés là-dedans. Il y a un côté qui est bon, sur le plan de la conscience sociale planétaire, que les valeurs sautent, que les femmes soient détruites, pour qu'ils s'en créent d'autres plus tard. Ça fait partie de l'évolution de la civilisation. Mais à l'intérieur de ça, au niveau de ton individualité, au niveau de ton cercle de vie, au niveau de tes amis, au niveau de ton monde, au niveau des gens avec qui tu t'identifies, t'as pas besoin de vivre ça. Je veux bien comprendre qu'on est en train la société est en train de vivre une fracturation des formes. Tout le monde le sait, ça, t'as pas besoin d'être un occultiste pour savoir ça. Ah. Par contre, au niveau de ton expérience personnelle, ta vie sociale, ton monde, t'as pas besoin de vivre ça. Ça fait partie de l'évolution, de la transmutation d'une conscience sociale au large. Au niveau de ta personne, ton être, les gens autour de toi, tes amis, tu veux vivre un équilibre dans l'affaire. Moi, si je faisais un party chez nous, j'en fais pas, mais si j'en faisais un, bon, ben, je m'attendais à ce que les gens respectent un code vestimentaire que je donne pour cette soirée-là. Je fais ça autant pour eux autres que pour moi-même. Je fais ça pour le plaisir visuel comme pour le mien. Que l'homme vive pas la forme aujourd'hui comme il vivait il y a 50 ans, c'est une chose. Mais qu'il vive d'une façon créative. C'est probablement ça, Bernard, qui devient un petit peu conflictuel dans le processus d'individualisation. C'est que, effectivement, on a besoin d'être libre de la forme, mais on est obligé de la remplacer par quelque chose. Comment se fait le processus de remplacement? Qu'est-ce qui permet à l'individu qui s'individualise de trouver quelque chose qui améliore sa situation quand il sort d'une forme, qui sort d'une condition de structure sociale qu'il refuse, un milieu de travail quelconque, ou même un protocole? J'ai vu combien de gens, moi, en consultation, qui se révoltaient contre un protocole familial ou un protocole professionnel quelconque, qui voulaient se libérer de la forme, mais qui n'étaient pas capables de remplacer. Qu'est-ce qui doit se passer dans l'individu? Qu'est-ce qui doit se passer dans sa pensée pour qu'il puisse changer quelque chose? Faut qu'il en arrive parce que il y a une période d'isolation quand l'homme sort de la conscience sociale du monde de l'impression sociale que crée la société, puis qu'il rentre dans son individualité, il y a une période là d'isolation féroce. Profond. Faut que l'homme soit assez fort pour le supporter, puis après ça, ben, il peut retourner dans ce que vous appelez le monde social, mais à ce moment-là, c'est lui qui est maître. Moi, je vis certainement pas une vie isolée, je suis pas isolé dans le monde. Je participe beaucoup au monde, mais je participe au monde dans le cadre de mon autonomie personnelle. Vous n'êtes pas obligé aux conventions. Non, je suis pas obligé, puis je m'oblige pas, puis je m'obligerai jamais. Mais j'ai appris au cours de ma propre initiation personnelle à supporter mon isolation, à supporter ma façon de voir, à supporter ma communication interne, ainsi de suite. Ce qui est pas facile pour l'ego planétaire. Mais éventuellement, ça devient facile, ça devient une seconde nature. Puis ensuite, quand tu reviens dans le monde, mais tu reviens dans le monde d'une façon agréable, parce qu'oubliez pas une chose, hein, ce qui est ordonné, ce qui est créatif, ce qui est élevant, ainsi de suite, tous les hommes l'apprécient. Quand l'homme revient dans le monde, ou quand il se replonge dans le monde d'une façon consciente, il dérange rien. D'ailleurs, il dérange encore moins qu'avant, parce que il devient beaucoup plus raffiné, fin, subtil, et ainsi de suite. La seule chose, c'est qu'il
il va se mettre en relation avec des égrégores ou des égrégores d'impression qui lui plaisent, qui font partie d'une harmonie, qui s'accordent avec lui-même. C'est normal. Qu'est-ce qui harmonise le mental d'un individu qui est conscient, qui est intelligent? C'est quoi qu'il recherche dans les gens? Qu'est-ce que vous recherchez dans les gens quand vous les rencontrez? Qu'est-ce que vous regardez là qui fait comme une pitié votre mental? Une bonne vibration. Ouais. Pas trop d'ego. C'est quoi ça? Ça a l'air de quoi? À quelle couleur? Pas d'attitude. Pas d'attitude négative. Pas trop de spiritualité. Je déteste les gens spirituels. Ça me fâche. Ceux qui sont là. Sont bons, sont bons, puis sont fins, mais ils n'ont pas de volonté. Il y a une grosse, dans toute forme de spiritualité, il y a une grande faiblesse de fond. La spiritualité, ça fait partie de l'âge de la foi. Si on rentre dans l'âge de l'intelligence, l'homme doit devenir intelligent. La foi, c'est fini, ça. C'est bon pour les restants de l'humanité. Pour le reste de l'humanité. La foi, c'est pour plus tard, puis l'intelligence pour tout de suite? Non, la foi, c'est passé. Non, mais quand je dis c'est pour plus tard, un individu qui a la foi, il vit pas son temps présent, il se projette toujours dans le futur. Ouais, mais la foi, c'est s'assujettir à quelque chose de plus grand que soi. Mm-hmm. La foi, l'individu est toujours comme magnifié par l'autre. Il n'y a pas d'autorité dans la foi, il n'y a pas d'autorité personnelle dans la foi, il n'y a pas d'identité dans la foi. Mm-hmm. C'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui est plus grand que soi, la foi. Mm-hmm. La foi, ça a été nécessaire pendant l'évolution parce que l'homme n'était pas arrivé à un point où le corps mental était capable de supporter des données très avancées concernant les mondes, puis les plans, puis la réalité. Mais dans l'évolution future, l'homme va être capable de traiter avec des données très, très occultes qui vont effondrer toutes les structures mentales et évolutives de la foi spirituelle. L'homme est plus... faut que l'homme devienne un scientifique du mental, il faut que l'homme connaisse les lois de la vie occultes, qui sont occultes, de la même façon qu'il connaît les lois de la matière. Il faut qu'il connaisse les lois de conséquences. L'homme peut plus demeurer indéfiniment un niaiseux planétaire, une créature du bon Dieu. Faut que l'homme prenne en main la totalité de son énergie, la totalité de sa conscience. Sans ça, l'homme passera jamais à une conscience éthérique. Le plus loin qu'il va aller, c'est la mort. Puis le retour à l'incarnation, et ainsi de suite. L'homme ne pourra jamais contester les plans. Tant que l'homme ne pourra pas contester les plans, dans le fond, il y aura une mentalité de foi. Parce que ne pas contester les plans, ça a été la condition de l'évolution. On n'a jamais contesté les plans. On n'a jamais contesté les plans spirituels. Je parle des gens qui avaient des communications télépathiques ou médiumniques avec les plans. L'homme n'a jamais contesté les plans. Fait que si tu vas haut dans les plans et tu ne contestes pas les plans, tu n'arrives pas à contester les plans, tu ne peux pas, sur le plan humain, entrer dans une conscience solaire, c'est-à-dire que tu ne peux pas individualiser ta conscience. Tu ne peux pas avoir de communication télépathique directe avec ce qu'on appelle encore aujourd'hui le moi universel. Mais c'est quoi ce moi universel? Les mots, tous les mots qu'on utilise dans notre réflexion, tous les mots qu'on utilise pour exprimer une réalité, surtout la réalité psychique, occulte, tous les mots qu'on utilise pour expliquer les mystères et l'invisible, si vous les regardez, ce sont des mots qui font encore partie d'un dictionnaire évolutif. Il va falloir un jour que l'homme fasse éclater ça, ces formes-là, pour qu'il entre dans de nouvelles, pour qu'il accède à de nouvelles impressions. Autrement dit, il dit, quand un homme dit, je suis en contact avec mon ego universel ou mon ego cosmique, ça veut dire quoi? Puis ça va en masse. C'est quoi cette crise de bebelle-là? Tu veux dire? Fait que si l'homme n'a pas la force mentale pour aller par en dedans et dire, c'est quoi ça? Ce que tu appelles un ego
cosmique ou un ego universel. C'est quoi ça? Parle, explique-moi ça, cette affaire-là. Puis forcer les intelligences dans des mondes parallèles à expliquer la structure planétaire de leur monde spatio-temporel, qui devient pour nous autres totalement intemporel. L'homme n'aura jamais de compréhension de l'invisible. L'homme va toujours demeurer un être enraciné dans la période, la grande période de la foi planétaire. L'homme n'aura jamais accès à la science des plans qui touchent autant la matérielle que l'éthérique, que l'astral, que le mental, ainsi de suite. L'homme ne pourra jamais connaître profondément les lois de la télépathie. L'homme ne pourra jamais sortir du rêve pour entrer dans une conscience éthérique avec son corps morontiel, ainsi de suite, ainsi de suite. L'homme ne pourra jamais découvrir qu'il existe des civilisations imaginaires qui sont interposées entre lui et les facettes occultes de son esprit matérialisé qu'on appelle l'ego. L'homme ne pourra jamais connaître les mystères. L'homme sera obligé d'aller rencontrer les grands pères de l'involution qui, dans le fond, étaient une forme d'inquisition psychologique et philosophique imposée à une humanité totalement dormante, à travers l'autorité totalement planétaire, involutive d'une spiritualité qui est totalement naïve. Puis ensuite, l'homme, à cause de son évolution, puis de ses besoins profonds, va se diriger vers des conférenciers dans le monde qui vont parler du contact avec d'autres civilisations, ainsi de suite. Puis l'homme va tomber encore dans le même trappe, parce qu'il va être encore fasciné par ce qui est plus grand que lui, au lieu d'en arriver éventuellement à être capable, par son propre feu, donc sa propre fusion, donc sa propre lumière, de réellement faire éclater la forme de toutes ces différentes variations spirituelles ou mythico-éthériques des réalités invisibles. On commence, là. La science, ça fait 100 ans que ça commence, qu'on est rendu à des computers, puis à des 486, puis des Pentium, puis des ci, puis des ça, à des intelligences artificielles. Puis, on est sur le plan matériel. On n'a même pas fait de la transmutation d'énergie en matière en énergie encore. On essaie au niveau de la fission, puis on n'a pas réalisé. Puis, on n'est même pas capable de s'imaginer plus loin que ce qu'on pense. On n'est même pas capable d'aborder des pensées qui ne font pas partie de notre souvenir. On n'est pas capable de fracturer notre propre monde mental pour pénétrer dans des temps qui sont totalement différents du nôtre, qui sont totalement réels, qui sont totalement connectés spatio-temporellement à l'expression dynamique de nos corps subtils, qui sont des véhicules de transport différents de notre corps matériel qui a besoin d'un char ou d'un Chevrolet pour se transporter. Donc, on est totalement ignorant. Mais on arrive dans une période de grande révolution de conscience, qui est l'ère du Verseau, puis il va falloir un jour qu'on se prenne en main, il va falloir, puis ça, individuellement, ça se fera jamais collectivement. Attendez-vous jamais à ce qu'il y ait sur la Terre une conscience collective. Ça se fait au cours de la 7e race racine, on a 2500 ans à attendre pour ça. Fait que pressez-vous pas. Mais individuellement, ça commence. Et c'est sur le plan individuel que l'homme, finalement, prendra conscience. Et une fois que l'homme prendra conscience, à ce moment-là, c'est évident que t'es tout seul avec d'autres qui prennent conscience. Puis ça, t'as pas besoin de plus que ça. Quand vous vivez le paradoxe d'être tout seul avec d'autres qui sont conscients, tout seul avec d'autres. Seul avec d'autres, parce que t'as un problème de temps, puis t'as un problème de quantité. Ça prend des années pour un homme en arriver à intégrer son énergie, donc ça prend des années un autre homme à intégrer son énergie, ça fait partie du processus évolutif. Pendant l'évolution, on s'est créé des affinités psychologiques avec des hommes qui étaient aussi stupides que nous autres. Puis dans l'évolution, on ne pourra pas faire ça. Parce qu'un homme conscient peut
peut pas vivre sa conscience en fonction de la dictée d'un autre, alors que pendant l'évolution, on vivait notre conscience par rapport à la dictée des autres. Il y avait une hiérarchie, il y avait des professeurs, il y avait des philosophes, il y avait des écrivains, il y avait des penseurs, il y avait des prêtres, il y avait des curés, des cardinaux, il y avait des papes, il y avait des gens au-dessus de soi qui, de leur autorité historique, nous imposaient une vision du monde qui souvent pour eux autres a été difficile même à digérer. Lorsque des initiés venaient sur la Terre comme Galilée, puis Copernic, puis qui renversaient toutes les données que l'Église avait voulu contrôler pour son propre pouvoir temporel. Mais ça, tu peux faire ça pendant un certain temps, contrôler le pouvoir temporel. Mais un jour, ça saute, parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui en créent, de par leur propre vibration, de par leur propre vision, des chocs dans la conscience sociale. Des Jean-Jacques Rousseau, ainsi de suite. Fait que c'est ça ce qui fait partie de la transmutation de la conscience humaine évolutivement. Imaginez-vous ce qui va se faire au cours de l'évolution quand des hommes vont venir sur le plan matériel et vont créer des chocs à tous les niveaux de la conscience humaine. Pas simplement au niveau des idéologies spirituelles, religieuses, politiques, mais au niveau de la structure même du mental, au niveau de la structure des mondes, au niveau de l'origine des mondes, au niveau de la définition au niveau de la définition des intuitions organisées de la vie, comme le mot âme. Qu'est-ce que ça veut dire de l'âme? On parle de l'âme parce que c'est un mot qui fait partie des anciennes intuitions ésotériques de l'évolution. On parle de l'âme parce que c'est un mot qui nous a été soufflé par l'astral. On parle de l'âme parce que c'est un mot qu'on a besoin de reconnaître dans sa fonction spirituelle pour que nous autres, en tant qu'individus, on ait une identité spirituelle. Mais si on tombe dans le domaine de la science du mental, si on tombe un jour dans le domaine de l'architecture du mental, si on tombe un jour dans le domaine de l'invention universelle de toute catégorie, ça devient quoi une autre? Quand l'homme aura l'autorité psychique, parce qu'une autorité, c'est plus une autorité à ce niveau-là, c'est plus psychologique, c'est plus une autorité parce que l'Université de Montréal t'a donné un aura. C'est pas de l'autorité, ça, c'est qu'une convention. Mais quand tu as une autorité dans le sens que tu es capable de supporter ton propre vide historique, ton propre vide évolutif, ton propre vide psychologique, quand tu es capable de vivre en dehors de ta mémoire, autrement dit, quand tu es capable de vivre totalement dans une forme de cohabitation entre l'ego planétaire et l'ego qu'on appelle cosmique, quand tu es capable de vivre ta conscience perché sur rien, puis là tu es capable de regarder le monde des mots qui fait partie des structures du mental, puis tu es capable de reconnaître que les mots sont utilisés dans les mondes très avancés du mental comme des structures aussi fortement organisées et régies dans leurs lois de causalité que les lois de gravité ici, les murs, et ainsi de suite. Quand tu réalises que le mot est plus fort, que la parole est plus forte que the sword, how do you say the sword? L'épée. Tout est mot. Le mot, c'est la substance même de toute forme de réalité. Puis quand tu es en contact avec des mondes où les mots sont créés, c'est eux autres qui sont à l'origine de tout. Quand tu es en contact avec des mondes où c'est ça, c'est leur job de créer des mots. Nous autres, on crée des bouteilles de whisky, eux autres créent des mots. Quand tu es en contact avec des mondes dont la technologie inimaginable sur le plan matériel est toute guidée à la création des mots, à la travestie des mots, à la spiritualisation des mots, à la formation, la déformation des mots, ainsi de suite, à l'éclatement des mots à travers des initiés, par exemple.
Quand tu commences à dealer avec des civilisations que j'appelle des civilisations imaginaires, parce que faut aujourd'hui les appeler des civilisations imaginaires, parce que ça fait encore partie de l'imaginaire de l'homme, parce que l'homme n'est pas rentré dans la conscience morontienne encore pour venir en contact direct avec ces civilisations-là, parce que l'homme crèverait, il n'est pas équipé émotivement. À ce moment-là, tu commences à savoir et à comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Tu commences à savoir et à comprendre que la vie, elle commence dans l'invisible, puis elle finit ici, elle commence pas ici pour aller là. C'est là que ça commence. La forme de l'homme, elle commence là, la forme de l'animal, elle commence là, la forme de la plante, elle commence là, la forme de la planète, elle commence là. Tout commence là. La réalité commence dans l'invisible, avec les temps, les grands temps, elle descend dans la matière. Fait que nous, on arrive dans la matière, on est des terminaux dans la matière, le contact est fait subliminalement, on pense, on n'est pas des animaux, mais on ne sait pas qu'on pense encore. Là, on commence à petit à petit réaliser qu'on pense. Fait que quand l'homme commence à réaliser qu'il pense, ben là, il passe à une autre étape, c'est la communication télépathique. Fait que là, tu parles avec ces mondes-là. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu commences à parler avec ces mondes-là? Tu peux plus avoir la même conscience de l'impression sur la Terre que tu avais avant. Donc, tu fractures l'impression, tu fractures la forme, ta vie change, ta conscience change. Il se crée une amalgamation de ton énergie mentale, émotionnelle, éthérique et matérielle. Tu peux guérir ton corps matériel par simple volonté vibratoire. Tu guéris ton corps matériel parce que ça fait partie des cycles naturels de vie, de l'organisation naturelle de l'homme, qui s'est pas encore découvert, et ainsi de suite. Mais, au stage où on en est, puisqu'on passe de l'évolution à l'évolution, il y a une période historique de transition extrêmement puissante qu'on vit là, et les hommes dans le monde, américains, européens, Pacific Rim, Amérique du Sud, vivront tout ça, la désintégration de la forme. Fait que quand la forme se désintègre, qu'est-ce que vous avez comme résultat social? Plus de valeur, il n'y a plus de guidelines. Comment est-ce que l'Église dirait, bon, ben, il n'y a pas d'abortion. Si le monde veut l'avorter, ils vont avorter. Tu peux dire ça en Amérique du Sud, pas l'abortion. Mais tu peux pas dire ça en Europe. Les Européens vont pas suivre ça va l'abortion comme les gens en Afrique vont faire, comme les gens en Amérique du Sud vont faire. Fait qu'à ce moment, au moins, où tu vas aller chez le monde en Afrique, tu vas aller chez le monde en Amérique du Sud, tu vas les soutenir encore pour ça fait un maintien, il y a un ordre. Il y a une fonction dans la non-abortion. Mais quand tu arrives à des peuples qui sont un petit peu plus capables de supporter par eux-mêmes le décisionnel, la femme moderne, la petite québécoise, qui se fait dire par quelqu'un pas d'abortion. Si elle veut se faire avorter, elle va dire c'est mon corps, elle va pas avorter, elle vient de casser une loi d'impression. Elle vient de sortir d'une impression historique. Bon ben, amène ça plus loin. Amène ça au niveau de la conscience, amène ça au niveau du mental, amène ça au niveau du sacré, amène ça au niveau de Dieu, amène ça au niveau ce que vous appelez vous autres des anges, des archanges, amène ça au niveau des hiérarchies, amène ça au niveau des plans astraux, amène ça au niveau du plan mental. Amène ça au niveau de ce qui pense en toi. Amène ça au niveau de ce qui crée une pensée en toi. Amène ça au niveau de la personnalité qui crée la pensée en toi, que j'appelle moi une pré-personnalité. Amène ça au niveau de l'intelligence qui est en toi et qui amène ça, cette intelligence, cette pensée-là dans toi. Puis amène ça au niveau de la remise en question de sa fonction psychologique. De la remise en question de sa valeur psychologique. Qu'est-ce qui se passe? Il se crée une transmutation de ton mental. Il se crée un processus de fusion. Il se crée une individuation de l'âme. Il se crée une nouvelle conscience. Donc, il se crée une nouvelle façon de regarder le monde de l'impression sur la Terre. Fait que c'est évident qu'après ça, tu te sens. Oui, effectivement. Faut faire tout ce chemin-là pour être intelligent. Je parle du processus évolutif. Ouais. Fait que tu rencontres des gens dans le monde qui sont guéris dans ce processus-là, puis ça devient tes jobs. Ouais. Le reste, je comprends. C'est pour acheter du beurre. Pas gros. Tu n'as pas besoin de gros. Non, c'est vrai. Il faut juste 2-3 pour parler. Hein. C'est ça. Mais c'est juste la communication, à ce moment-là, qui nourrit un individu qu'on dit intelligent. Parce que, en étant conscient de ces sources-là, finalement, il y a... D'ailleurs, l'homme réalisera un jour, la communication dans le sens, quand l'homme parle. Ouais. Quand l'homme parlera,
Il se nourrira de ce qu'il dit. Il apprendra ce qu'il dit. Puis ça sera sa nourriture. Bernard, diriez-vous que la communication pour des individus conscients, c'est la seule impression qui va être essentielle pour eux? La communication pour l'être conscient, ce sera sa dernière impression. Ça sera son dernier besoin avant de passer à la conscience volontaire. L'homme conscient, à travers la communication consciente, pourra supporter les plus grandes souffrances d'isolation. C'est dû à quoi, ça, exactement? Je sais que c'est ça. Hein? C'est dû au fait que cette vibration-là, ça met en vibration, en mouvement, son corps mental supérieur. OK. Ça habite le reste du corps. Ça habite tout le reste. Ça affecte l'émotionnel, ça affecte l'éthérique, ça affecte le physique. C'est la lumière qui vibre, puis qui fait vibrer les corps subtils. What else do you need? Ça, c'est plus fort, ce qu'on parle, ce phénomène de communication-là, c'est plus fort que toutes les impressions de la forme qui existent présentement dans la société. Ben, c'est plus fort parce que ça les détruit toutes. Ah, OK. Et là, sa force. Okay. La force de la vibration de la lumière quand elle passe dans le canal humain puis qu'elle regarde n'importe quoi. Ouais. Puis qu'elle vibre, là. Ouais. Je sais pas, moi, tu parles avec quelqu'un de telle affaire, de telle affaire, de telle affaire. Elle va toujours briser la forme. Parce que la lumière ne voit pas la vie sur la terre comme l'homme la voit. Autrement dit, l'ego cosmique ne voit pas la vie sur la terre comme l'ego planétaire la voit. Fait qu'automatiquement, si l'ego planétaire est mis en vibration par sa contrepartie universelle, cosmique, whatever, à ce moment-là, ce que lui vibre mentalement et ce que lui observe et regarde mentalement sur le plan matériel en fonction de son expérience, des valeurs qui coexistent avec lui-même, c'est totalement changé. Bernard, diriez-vous que pour contenir les plus grosses impressions dans la société, impressions sous gros en proportion... Vous avez un bouton, là, vous, hein? Il est normal, ce bouton-là. Moi, je connais ça. Je pensais que c'était un bouton... je pensais que c'était un bouton que le magasin m'avait mis. Au cas où je perdais l'autre, ben, je l'ai perdu. Ah, je l'ai trompé. Si vous voulez l'avoir, je peux vous l'arracher. Non. J'ai cassé le mien, là, puis j'observe ça. Fait qu'il va falloir que je me le repose. Correct, continue. Il faut une bonne concentration pour vous interviewer. Non, mais c'est important. Oui. C'est dérangeant, mais c'est important. La question justement que j'avais, c'était au niveau de la contenance. Est-ce qu'une personne qui a l'aptitude à parler à partir de cette relation-là avec les plans, est-ce que devant n'importe quel type d'impression, y compris se faire distraire, est-ce qu'il est capable en parlant de neutraliser absolument n'importe quoi? Oui. Oui. Et est-ce que ça, s'il neutralise, ça lui donne une totale contenance des impressions dans lesquelles il est obligé de fonctionner? Ça fait partie de la contenance. Parce que la contenance de l'impression, c'est... contenir l'impression, c'est pouvoir jouer avec l'impression. Au lieu que l'impression joue avec soi, c'est nous qui jouons avec l'impression. C'est l'homme qui devient le maître d'œuvre, au lieu que l'impression soit le maître d'œuvre. C'est la parole qui donne ce contrôle-là. Puis la parole, ça fait partie de ce contrôle-là, parce que la parole, c'est une invitation à l'acte. Pourquoi vous dites invitation? Pourquoi vous dites pas c'est l'acte? C'est une invitation à l'acte parce que l'homme ne connaît jamais les conséquences de sa parole quand il parle. Donc c'est l'invitation à l'acte. L'acte lui-même part des plans. C'est l'événement. Wow. L'acte, c'est l'événement. L'acte de la parole, il part des plans. Quand l'homme parle, ça a déjà été parlé. OK.
C'est pour ça qu'un homme qui serait suffisamment conscient, par exemple, pourrait parler, puis pendant qu'il parle, il pourrait savoir ce qu'il va dire tout à l'heure. De vitesse, ça, là. Ben, c'est parce que ça vient des plans. Oui, je comprends. Donc ça fait partie de la différence entre l'acte et l'invitation à l'acte. Quand l'homme parle, il est toujours invité à l'acte de la parole. Parce que l'homme, quand il est inconscient, il n'a pas conscience de ça. Donc, il pense qu'il est l'acte de la parole. OK. À cause du jeu. À cause du jeu. C'est intéressant d'être invité à l'acte de la parole, parce que quand tu parles, automatiquement, tu te laisses aller. C'est plus toi qui parles. Ça parle, tu t'écoutes parler ou t'écoutes parler, ainsi de suite. Puis tu as toujours un référent qui est plus élevé sur le plan cosmique de toi-même. Autrement dit, tu as toujours un référent qui fait partie de l'intemporel, avec lequel tu peux communiquer, effectivement. Diriez-vous que quand vous êtes invité, comme vous dites, à l'acte de la parole, puis que vous êtes conscient des plans, est-ce que vous diriez que la parole sur les plans, c'est de l'action? La parole sur les plans, c'est une vibration. Ça devient une action quand c'est parlé, quand c'est adapté au système psychique de l'âme. Et est-ce que toute parole qui vient des plans a inévitablement une conséquence ou une redondance sur la forme matérielle? Toute parole qui vient des plans a éventuellement une conséquence sur les plans, mais dépendant du registre de l'individu. Si l'individu est très conscient, la conséquence sur le plan est plus proche. Si l'individu est moins conscient, la conséquence sur les plans est plus loin, puis il peut ne même pas s'en apercevoir. Okay. Donc c'est juste le facteur temps qui joue aussi. C'est le facteur temps qui... Quand vous dites sur les plans, vous parlez du plan matériel. Non, je parle du plan mental. Du plan mental. Mais est-ce que la parole venant des plans, parlée par un individu qui a assez de conscience pour que ça soit fait dans des registres de temps, disons, on va dire 3 jours, une semaine, là, est-ce que là, ça a une conséquence sur le plan de la forme, sur le plan matériel? Toujours. Tout le temps. Il y a 2 raisons pour ça. C'est parce que la parole, quand elle est consciente, autrement dit, quand elle est transparente, qu'il n'y a pas d'égo dedans, elle pénètre. La différence entre la parole puis la jasette ou whatever, ou la parole consciente puis la parole inconsciente, c'est qu'elle pénètre. Un ego qui est pénétré par la parole, c'est un petit peu comme un bon, c'est comme un patient qui est pénétré par l'aiguille très habile d'un chirurgien. C'est même un chirurgien qui était là avec une aiguille, là, puis tu ne sens pas l'aiguille, elle rentre. Parce que nous autres, quand on parle, on se fait piquer un petit peu comme les dentistes le font. Tu le sens. Tout le temps, tu le sens. Ouais. Un ego, normalement, là, si tu pouvais dire à quelqu'un, là, ben, je t'envoie sur le dentiste, lui, tu sentiras rien. Tout le monde se fait arranger les dents. Le monde, il se mettrait de l'argent de côté pour se faire arranger les dents. Ça serait un plaisir de se faire arranger les dents. Même les dentistes se font encore plus d'argent. Mais c'est pas ça qui se passe. On se fait toujours donner des chocs. Au niveau de la parole, c'est la même affaire. L'ego vit toujours des chocs. Il n'est pas pénétré par la parole. Puis ça, c'est parce que l'homme n'est pas conscient suffisamment des lois d'impression. L'homme a trop l'impression que c'est lui qui est intelligent. Il n'a pas conscience qu'il est invité à la parole. Il a simplement l'inconscience que c'est lui qui parle. Merci Bernard. À la deuxième partie.